rien dans la vie humaine n'arrive par hasard. Au contraire, l'individu a été habitué à penser le contraire dès son plus jeune âge, dès qu'il a commencé à comprendre le monde qui l'entoure. Chaque soi-disant coïncidence, chaque concours de circonstances extraordinaires, chaque nombre répétitif qu'il rejetait hâtivement comme étrange mais dénué de sens, rien de tout cela n'était le fruit du hasard. La société a constamment inculqué à l'homme la conviction que la réalité est mécaniste, froide et indifférente, et que toute régularité qu'il remarque n'est rien de plus que le jeu de son propre esprit. Mais que se passerait-il si ces moments, attribués à de banales coïncidences, étaient en fait une communication directe de l'univers? Et si, derrière le voile fin, presque invisible, de la vie quotidienne, se cachait un réseau intelligent et interconnecté qui guide, pousse doucement et cherche à éveiller la conscience? Beaucoup de gens ont rencontré à plusieurs reprises des nombres répétitifs, tels que 11, 22, 33. Ils ont ressenti une étrange coïncidence, presque mystique, d'événements qui semblaient trop parfaits pour être le résultat d'un simple hasard. Et pourtant, malgré ce sentiment intérieur, ils se sont convaincus que cela n'avait aucune importance. Ce n'est pas de leur faute. Au contraire, certaines forces ont veillé à ce qu'ils pensent ainsi. Car lorsque l'homme commence à voir les schémas tels qu'ils sont réellement, tout dans son monde change radicalement. Dès l'instant où l'individu atteignait l'âge de poser des questions, le monde commençait à lui donner des réponses. C'étaient des réponses qu'il n'avait jamais demandées, des réponses destinées à façonner sa perception de la réalité avant même qu'il ne puisse la voir de ses propres yeux. Enfant, l'homme était particulièrement réceptif et remarquait beaucoup de choses. Il voyait des schémas, des coïncidences étranges, des moments inhabituels où la vie elle-même semblait lui murmurer d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Cela pouvait être une chanson jouant précisément au moment où il pensait à quelqu'un en particulier, ou un nombre apparaissant constamment, ou une étrange prémonition avant quelque chose d'inattendu. Ces moments suscitaient en lui un émerveillement sincère. Il semblait profondément significatif, comme si l'univers lui-même lui faisait un clin d'œil, l'invitant au dialogue. Mais chaque fois qu'il osait en parler, le monde réprimait rapidement de telles manifestations. C'est juste une coïncidence. Tu penses trop. C'est juste ton imagination, entendait-il en réponse. Et progressivement, l'homme a appris à ne pas faire confiance à ses propres sensations. Il a appris à rationaliser cette magie qu'il ressentait autrefois si clairement et indubitablement. Peu après, le système éducatif est entré en jeu. Il a offert à l'individu un cadre rigide qui valorisait par-dessus tout la logique, les faits mesurables et la pensée linéaire. L'imagination était considérée comme appropriée uniquement pour les jeux d'enfants, mais en aucun cas pour une compréhension sérieuse du monde. Tout ce qui ne pouvait être décomposé, vérifié empiriquement ou calculé mathématiquement était déclaré non scientifique, irrationnel, voire dangereux. Le programme scolaire rigide ne laissait aucune place aux murmures subtils de la synchronicité. Il habituait l'homme à ne voir que ce qui pouvait être mesuré et pesé, et à rejeter tout le reste comme de la pure fantaisie. Les enseignants n'étaient pas malveillants. Ils répétaient simplement ce qu'on leur avait appris. Le système n'a pas besoin de méchants conscients. Il ne requiert que des participants obéissants et exécutants. La religion a également joué son rôle dans la formation de cette perception. Dans de nombreuses traditions, tout ce qui sortait de la doctrine établie était considéré comme une hérésie ou un blasphème. Si l'homme ressentait un lien avec quelque chose de plus grand, de vivant, se manifestant dans les schémas de sa vie, cela était soit qualifié d'intervention divine, soit, bien pire, de superstition dangereuse à craindre ou à éviter. Le juste milieu, c'est-à-dire l'idée que l'univers lui-même peut communiquer à travers la vie quotidienne, était rarement proposé. L'individu était contraint de croire que la communication divine se limitait aux textes sacrés ou aux rituels autorisés. Tout le reste était déclaré n'être qu'un jeu de son propre esprit. Puis vint l'ère de la programmation culturelle. Les films, la télévision et les médias ont imposé le récit selon lequel les personnes qui voient un sens dans les schémas sont paranoïaques ou mentalement déséquilibrées. Elles étaient étiquetées comme des conspirationnistes, des fous, des excentriques, incapables d'accepter le hasard de la vie. L'homme a appris qu'exprimer publiquement sa foi en des signes où la synchronicité risquait de provoquer le ridicule public, il préférait donc garder cela pour lui. Il a intériorisé cette honte. Avec le temps, il a même cessé de remarquer ces signes. La programmation était minutieuse. Et elle était nécessaire pour ceux qui la mettaient en œuvre. Car si l'homme voyait réellement les schémas, s'il se permettait de saisir toute la profondeur de ces liens, il commencerait à poser des questions dangereuses. Il commencerait à suspecter que sa vie ne se déroule pas simplement, mais qu'elle est façonnée par quelque chose de bien plus ancien et intelligent que les gouvernements ou les entreprises. Une structure invisible sous-jacente à la réalité elle-même. Et tandis que l'individu était enseigné à ignorer ces subtiles allusions, le monde continuait de le distraire. Le bruit de la vie moderne devenait de plus en plus fort. Réseaux sociaux, notifications constantes, défilements infinis, tout cela visait à fragmenter son attention et à disperser son esprit.
Plus il devenait dispersé, moins il était capable de remarquer les signaux subtils qui exigeaient calme et présence pour être perçus. Au moment où l'homme atteignait l'âge adulte, sa perception était entièrement calibrée. Il vivait dans un monde qui lui répétait constamment que le hasard gouvernait tout, que rien n'avait de sens à moins qu'une figure d'autorité ne le dise, que la vie est aléatoire, fragmentée et dépourvue de but supérieur. Mais au fond de lui, il a toujours senti que ce n'était pas vrai. Il ressentait l'attraction de schémas inexplicables, l'étrange coïncidence d'événements qui semblaient trop précis. Le sentiment que quelque chose ou quelqu'un essayait d'attirer son attention ne l'a jamais complètement quitté. L'individu est programmé pour douter de sa propre intuition, car son intuition est dangereuse. C'est la clé qui ouvre tout. Au moment où l'homme se permet d'admettre que la synchronicité est réelle, il commence à ouvrir des portes que le système veut désespérément garder fermées. Ce sont des portes qui le mènent à une compréhension totalement différente de la réalité. Une réalité où il n'est pas seulement un observateur passif de sa vie, mais un participant actif à une conversation continue avec l'univers. Dès que l'homme commence à douter des mensonges, il commence à voir des fissures dans l'image habituelle du monde. Ces minuscules coïncidences, qu'il rejetait autrefois comme insignifiantes, commencent à s'accumuler, exigeant avec insistance son attention. Il commence à remarquer des schémas partout. Cela ne se produit pas parce qu'ils sont soudainement apparus, mais parce qu'ils ont toujours été là, attendant tranquillement son éveil. L'univers ne crie pas. Il chuchote. Et pendant la majeure partie de sa vie, l'homme a été éduqué à ne pas l'entendre. Mais le langage de l'univers est réel. Il est subtil, symbolique et profondément intelligent. La synchronicité n'est pas accidentelle. C'est une communication intentionnelle. C'est un langage dont le système a insisté pour convaincre l'homme qu'il n'existait pas. Carl Jung a appelé cela la synchronicité. Des coïncidences significatives qui n'ont pas de lien de cause à effet évident, mais qui sont ressenties comme indubitablement liées. C'est le moment où l'homme pense à un vieil ami avec qui il n'a pas parlé depuis des années, et celui-ci l'appelle soudainement. C'est quand il voit le même nombre à plusieurs reprises dans les endroits les plus inattendus. 11h11 sur l'horloge, sur les plaques d'immatriculation, les reçus, les numéros de téléphone. C'est quand un livre tombe d'une étagère précisément au moment où il réfléchit à une question complexe et qu'il contient la réponse qu'il ne savait pas chercher. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signaux, de doux marqueurs dans le champ de sa réalité, l'invitant à prêter attention. Notre monde moderne a tenté de tout réduire aux causes et effets matériels. Mais la synchronicité défie ce modèle réductionniste. Elle suggère que la conscience elle-même est entrelacée avec la réalité en déploiement. Au moment où l'homme remarque la synchronicité, il cesse d'être un observateur passif. Il devient un participant actif à un dialogue continu. C'est comme si la réalité répondait à son monde intérieur, le reflétant à travers des événements extérieurs. L'univers parle à travers des symboles, car les symboles contournent les filtres rationnels auxquels l'homme a été conditionné à obéir. Il s'adresse directement à son subconscient, cette partie de son être que l'on a si ardemment tenté de supprimer. Les nombres répétitifs ont toujours fait partie de ce langage symbolique. 11, 22, 33, 444. Lorsque ces nombres commencent à apparaître encore et encore, ce n'est pas parce que son esprit cherche simplement des schémas, mais parce que quelque chose attire son attention. La numérologie affirme depuis longtemps que les nombres portent des fréquences énergétiques. Les mystiques anciens le savaient. Pythagore, l'homme à qui l'on attribue souvent la découverte des principes mathématiques que nous utilisons encore aujourd'hui, croyait que les nombres n'étaient pas seulement des quantités, mais des qualités divines, des archétypes structurant l'univers lui-même. Mais le système ne veut pas que l'homme pense ainsi. Car au moment où il croit que les nombres ont un sens, il commence à poser des questions sur l'architecture plus profonde de la réalité. Il commence à suspecter que la vie n'est pas aussi aléatoire qu'on lui a dit. Il commence à voir qu'une intelligence pourrait être à l'œuvre en coulisses. Une conscience bien plus grande que n'importe quel gouvernement, corporation ou figure d'autorité. Une conscience à laquelle il est inextricablement lié. Ces signes n'apparaissent pas simplement pour divertir l'homme. Ils tentent de le guider, de l'éveiller, de l'aider à s'aligner avec son véritable chemin. Parfois, ils confirment ses décisions, parfois ils avertissent, et parfois ils rappellent simplement qu'il n'est pas seul dans cette expérience. Plus il prête attention à ces signes, plus ils semblent apparaître. C'est comme si la réalité le testait. Va-t-il écouter ou se retirer dans le confort de son ancien programme? Bien sûr, le système appelle cela le biais de confirmation. Il cherche à convaincre l'homme qu'il ne voit que ce qu'il désire voir, mais il taise à quel point cette explication est commode pour maintenir le contrôle. Si chaque phénomène remarqué est rejeté comme une erreur cognitive, alors l'intuition de l'individu est toujours jugée fausse et il reste dépendant d'une autorité extérieure qui détermine ce qui est réel. C'est précisément dans cet état qu'il souhaite voir l'homme.
Mais si l'individu s'arrête, s'il écoute vraiment le sentiment subtil que ces moments créent, il remarquera inévitablement quelque chose de beaucoup plus profond. Une résonance tranquille mais persistante, une connaissance intuitive que ce qu'il vit a un sens profond. Et ce sentiment n'est rien d'autre que le langage de l'univers lui-même. Il n'est pas bruyant, ne réclame pas l'attention, comme le vacarme assourdissant de la vie moderne. Il attend patiemment que l'homme se souvienne de sa vraie nature. Lorsqu'il reconnaît enfin ces signes tels qu'ils sont, il ne change pas seulement ses croyances. Il change radicalement toute sa relation avec la réalité elle-même. La vie cesse de paraître aléatoire et commence à se sentir vivante, comme si l'homme faisait partie intégrante d'un champ de conscience vivant et respirant qui a toujours été là, attendant qu'il s'éveille et participe activement à cette danse cosmique. Si la synchronicité est réelle, et qu'à ce moment l'individu ressent intuitivement que c'est le cas, il est alors contraint de faire face à une vérité encore plus grande et fondamentale. Cette vérité est que la réalité elle-même pourrait ne pas être aussi fixe et linéaire qu'on lui a toujours inculqué. L'homme a vécu sous l'illusion que la vie se déroule en ligne droite, où un événement en provoque un autre de manière ordonnée et prévisible. Cependant, ce modèle rigide et mécaniste de la réalité s'effondre rapidement. La physique quantique a depuis longtemps révélé de profondes fissures dans cette illusion. Plus l'humanité étudie la nature fondamentale de la réalité, plus celle-ci se comporte comme quelque chose de fluide, de réactif, de conscient. Et si la réalité est vraiment fluide, alors les lignes temporelles, les versions alternatives de la vie, ne sont pas de la simple science-fiction. Ce sont des possibilités très réelles, existant côte à côte, en parallèle. L'individu l'a probablement ressenti sans savoir le nommer. Ce sont les moments où la vie semble changer brusquement de direction. Quand une décision minuscule ou une étrange coïncidence transforme complètement son chemin. Il rencontre quelqu'un par hasard, et cette rencontre mène à un changement de carrière, un déménagement, une relation qui change sa vie pour toujours. Ou peut-être évite-t-il miraculeusement un grave accident à quelques secondes près et se demande à quel point les choses auraient pu être différentes. Ce ne sont pas des coups du destin aléatoires. Ce sont des aperçus vifs de la fluidité de sa ligne temporelle. Chaque choix qu'il fait ne le propulse pas simplement en avant. Il le ramifie dans une nouvelle réalité, une version alternative de sa vie qui existe désormais à côté de celle qu'il a laissée derrière lui. Les mystiques anciens parlaient de ces multiples chemins bien avant que la mécanique quantique ne leur donne un nouveau langage scientifique. Ils comprenaient que l'univers n'est pas statique, mais représente un vaste océan infini de potentialités où chaque moment offre une bifurcation sur la route. L'individu ne suit pas un chemin unique et prédéterminé. Il bascule constamment entre des versions infinies possibles de sa vie, en fonction de ses choix, de ses croyances, de ses émotions et, bien sûr, de sa conscience des signes. Et c'est précisément ici que la synchronicité devient bien plus qu'une simple communication. Elle se transforme en un guide fiable. Les synchronicités peuvent servir de marqueurs, de petits indicateurs que l'homme s'aligne avec sa ligne temporelle la plus élevée possible, le chemin le plus conforme à son véritable but et à sa destinée. Lorsqu'il commence à remarquer des nombres répétitifs ou des coïncidences bizarres d'événements, ce n'est pas seulement une confirmation qu'il est attentif. Cela peut être la réalité elle-même, le poussant doucement mais avec insistance vers la version optimale de sa vie. Une version où il est en harmonie avec l'intelligence plus profonde de l'univers, au lieu de lutter contre elle. Il ne s'agit pas du destin au sens rigide que l'homme a été éduqué à craindre. Il ne s'agit pas d'un chemin entièrement écrit et d'une absence de libre arbitre. Bien au contraire. Il a bien plus de liberté qu'il ne le réalise. Il est celui qui bascule entre les lignes temporelles à chaque pensée, chaque action, chaque décision. Mais les signes existent pour l'aider à voir où il se trouve, à corriger le cap lorsqu'il dévie, et à le ramener sur le chemin lorsqu'il s'éloigne trop de son véritable potentiel. Et c'est, bien sûr, précisément pourquoi l'homme n'a jamais été éduqué à cela. Parce que les gens qui comprennent qu'il se déplace entre de multiples réalités deviennent très difficiles à contrôler. Si l'homme croyait vraiment que sa vie pouvait changer radicalement en fonction de sa conscience et de ses choix, il cesserait d'attendre la permission. Il cesserait de dépendre des institutions, des experts et des systèmes pour déterminer son avenir. Il reprendrait son pouvoir, et cela, ils ne peuvent le permettre. L'effet Mandela, bien que souvent tourné en dérision, fait allusion à quelque chose de plus profond, un glissement collectif entre les lignes temporelles qui défie l'idée même d'une histoire unique et objective. Lorsque des groupes entiers de personnes se souviennent d'événements différemment du récit officiel, cela suggère que les changements de lignes temporelles peuvent se produire non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Et si les lignes temporelles collectives peuvent se déplacer, alors les structures de contrôle, construites sur le maintien d'une réalité unique, deviennent vulnérables. L'intrication quantique nous montre que des particules, séparées par d'énormes distances, peuvent être instantanément connectées, comme si la distance et le temps étaient des illusions. Si la matière peut se comporter ainsi, pourquoi la conscience serait-elle différente?
Peut-être que ce que nous vivons comme synchronicité est une forme d'intrication entre notre monde intérieur et les événements extérieurs que nous observons. Un réseau caché de connexions que la science peut à peine expliquer, mais que la sagesse ancienne a toujours reconnu. Chaque fois que l'homme voit des nombres répétitifs, des coïncidences étranges, des concours de circonstances significatifs, il est témoin des limites de cette structure cachée. Il voit les fils qui relient ses choix à un multivers beaucoup plus vaste et complexe. Et chaque fois qu'il les reconnaît, il renforce sa capacité à naviguer dans ce vaste champ de possibilités. Il se rapproche d'une vie de création consciente, plutôt que de réaction programmée. Pendant des décennies, on a servi à l'homme une version soigneusement sélectionnée de la science. Une version qui le maintient enfermé dans un modèle purement physique et mécaniste de l'univers. Un modèle où tout est froid, prévisible et séparé. Mais en coulisses, discrètement enfoui dans des recherches peu connues et des conférences moquées, la science a déjà découvert quelque chose de bien plus troublant. La conscience ne se contente pas d'observer la réalité, elle la façonne. L'effet de l'observateur en physique quantique n'est pas une idée marginale. C'est l'une des révélations les plus dérangeantes que la science dominante ait jamais admise à contre-cœur. Au niveau subatomique, les particules n'existent même pas dans un état fixe tant qu'elles ne sont pas observées. L'observation, l'acte de conscience, détermine le résultat. En d'autres termes, la réalité réagit à la conscience. Mais cette idée a été discrètement supprimée, confinée au laboratoire quantique et rejetée comme n'ayant aucun rapport avec le monde macroscopique dans lequel l'homme vit chaque jour. La vérité est qu'ils ne veulent pas qu'il fasse le lien avec le fait que sa conscience quotidienne peut influencer sa propre réalité bien plus profondément qu'on ne lui a fait croire. L'homme a probablement entendu parler de l'effet placebo, un terme qui a été simplifié pour signifier « faux médicament ». Mais il convient d'y réfléchir un instant. L'effet placebo prouve que la seule croyance peut modifier un état physique. Des personnes ont connu une guérison réelle et mesurable uniquement parce qu'elles y croyaient. Le corps réagit aux attentes de l'esprit. Cependant, au lieu de considérer cela comme une preuve de l'immense pouvoir de la conscience, le système le présente comme une bizarrerie, une étrangeté à exclure des recherches sérieuses. Mais ce n'est que le début. Il existe d'innombrables cas documentés de rémission spontanée, des personnes guéries de maladies que la médecine avait déclarées incurables, souvent grâce à des changements de croyances, de pensée ou de pratiques spirituelles. Ces cas ne sont pas de la magie. Ce sont des aperçus de la fluidité de la réalité lorsque la conscience interagit pleinement avec elle. Et chaque fois qu'un de ces cas apparaît, le système s'empresse de le réfuter, car permettre aux gens de croire en leur propre pouvoir menace toute la structure de profit des soins de santé modernes, de l'industrie pharmaceutique et du contrôle institutionnel. La science dominante, telle qu'elle est présentée à l'homme, est un récit soigneusement géré pour maintenir l'autorité. Les institutions mêmes qui définissent ce qui est considéré comme de la vraie science sont profondément entrelacées avec des intérêts politiques, économiques et corporatifs. Le financement n'est pas dirigé vers des recherches qui pourraient libérer les gens, mais vers des recherches qui renforcent le système de dépendance existant. Les études sur la conscience ont été fortement marginalisées pendant des décennies, non pas parce qu'elles manquent de validité, mais parce que leurs implications effraient ceux qui sont au pouvoir. Imaginez une population qui comprend vraiment que ses pensées, ses émotions et sa conscience façonnent activement sa propre réalité. Imaginez une société où les gens reconnaissent la synchronicité non pas comme une superstition, mais comme une réponse de l'univers à leur propre alignement. C'est un monde rempli d'individus puissants, souverains, créatifs et presque impossibles à manipuler par la peur, la culpabilité ou la pénurie artificiellement créée. Le récit qui a été vendu à l'homme est qu'il est un spectateur impuissant dans un monde prédéterminé. Que sa conscience est un sous-produit de réactions chimiques. Que ses rêves, son intuition, ses étranges rencontres avec des signes et des symboles ne sont rien d'autre que du bruit neuronal. Mais il ne s'est jamais agi de science. Il s'est toujours agi de contrôle. Si l'homme croit qu'il est impuissant, il devient dépendant d'une autorité extérieure qui détermine sa réalité pour lui. Cette dépendance est le fondement de tout le système. La suppression des recherches sur la conscience n'est pas le fruit du hasard. Les personnes qui comprennent qu'elles naviguent entre de multiples réalités deviennent extrêmement difficiles à contrôler. Si un individu croyait vraiment que sa vie pouvait changer radicalement en fonction de sa conscience et de ses choix, il cesserait d'attendre la permission de forces extérieures. Il ne dépendrait plus des institutions, des experts et des systèmes pour définir son avenir. Il reprendrait son pouvoir intérieur, et cela, ils ne peuvent le permettre. L'effet Mandela, bien que souvent tourné en dérision, fait allusion à quelque chose de plus profond. Un glissement collectif entre les lignes temporelles qui défie l'idée même d'une histoire objective et unique. Lorsque des groupes entiers de personnes se souviennent d'événements différemment du récit officiel, cela suggère que les changements de lignes temporelles peuvent se produire non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Et si les lignes temporelles collectives peuvent se déplacer,
Alors les structures de contrôle, construites sur le maintien d'une réalité unique et immuable, deviennent vulnérables et peuvent s'effondrer. L'intrication quantique démontre à l'humanité que des particules séparées par d'immenses distances peuvent être instantanément connectées, comme si la distance et le temps n'étaient que des illusions. Si la matière peut se comporter ainsi, pourquoi la conscience serait-elle différente? Peut-être ce que nous vivons comme synchronicité est-il une forme d'intrication entre notre monde intérieur et les événements extérieurs que nous observons. C'est un réseau caché de connexions que la science moderne peut à peine expliquer, mais que la sagesse ancienne a toujours reconnu. Chaque fois qu'un individu voit des nombres répétitifs, des coïncidences étranges, des concours de circonstances significatifs, il est témoin des limites de cette structure cachée. Il voit les fils invisibles qui relient ses choix à un multivers bien plus vaste et complexe. Et chaque fois qu'il les reconnaît, il renforce sa capacité à naviguer dans ce vaste champ de possibilités. Il se rapproche d'une vie de création consciente, plutôt que de réaction programmée. Pendant des décennies, on a servi à l'être humain une version soigneusement sélectionnée de la science. Une version qui le maintient enfermé dans un modèle purement physique et mécaniste de l'univers. Un modèle où tout est froid, prévisible et séparé. Mais en coulisses, discrètement enfoui dans des recherches peu connues et des conférences moquées, la science a déjà buté sur quelque chose de bien plus troublant. La conscience ne se contente pas d'observer la réalité, elle la façonne. L'effet de l'observateur en physique quantique n'est pas une idée marginale. C'est l'une des révélations les plus dérangeantes que la science dominante ait jamais admise à contre-cœur. Au niveau subatomique, les particules n'existent même pas dans un état fixe tant qu'elles ne sont pas observées. L'observation, l'acte de conscience, détermine le résultat. En d'autres termes, la réalité réagit à la conscience. Mais cette idée a été discrètement supprimée, confinée au laboratoire quantique et rejetée comme n'ayant aucune pertinence pour le monde macroscopique dans lequel l'homme vit chaque jour. La vérité est qu'ils ne veulent pas qu'il fasse le lien avec le fait que sa conscience quotidienne peut influencer sa propre réalité bien plus profondément qu'on ne lui a fait croire. L'individu a probablement entendu parler de l'effet placebo, un terme qui a été simplifié pour signifier « faux médicament ». Mais il convient d'y réfléchir un instant. L'effet placebo prouve que la seule croyance peut modifier l'état physique d'une personne. Des gens ont connu une guérison réelle et mesurable uniquement parce qu'ils y croyaient. Le corps réagit aux attentes de l'esprit. Cependant, au lieu de considérer cela comme une preuve irréfutable de l'immense pouvoir de la conscience, le système le présente comme une bizarrerie, une étrangeté à exclure des recherches scientifiques sérieuses. Mais ce n'est que le début. Il existe d'innombrables cas documentés de rémission spontanée. Des personnes guéries de maladies que la médecine avait déclarées incurables, souvent grâce à des changements profonds de croyances, de mentalité ou de pratiques spirituelles. Ces cas ne sont pas de la magie. Ce sont des aperçus frappants de la fluidité de la réalité lorsque la conscience interagit pleinement avec elle. Et chaque fois qu'un de ces cas apparaît, le système s'empresse de le réfuter. Car permettre aux gens de croire en leur propre pouvoir menace toute la structure de profit des soins de santé modernes, de l'industrie pharmaceutique et du contrôle institutionnel. La science dominante, telle qu'elle est présentée à l'homme, est un récit soigneusement géré pour maintenir l'autorité. Les institutions mêmes qui définissent ce qui est considéré comme de la vraie science sont profondément imbriquées dans des intérêts politiques, économiques et corporatifs. Le financement n'est pas dirigé vers des recherches qui pourraient libérer les gens, mais vers celles qui renforcent le système de dépendance existant. Les études sur la conscience ont été fortement marginalisées pendant des décennies, non pas parce qu'elles manquent de validité, mais parce que leurs implications effraient ceux qui sont au pouvoir. Imaginez une population qui comprend véritablement que ses pensées, ses émotions et sa conscience façonnent activement sa propre réalité. Imaginez une société où les gens reconnaissent la synchronicité non pas comme une superstition, mais comme une réponse de l'univers à leur propre alignement. C'est un monde rempli d'individus puissants, souverains, créatifs et presque impossibles à manipuler par la peur, la culpabilité ou la rareté artificiellement créée. Le récit vendu à l'homme est qu'il est un spectateur impuissant dans un monde prédéterminé. Que sa conscience est un sous-produit de réactions chimiques. Que ses rêves, son intuition, ses étranges rencontres avec des signes et des symboles ne sont rien d'autre que du bruit neuronal. Mais il n'a jamais été question de science. Il a toujours été question de contrôle. Si l'homme croit qu'il est impuissant, il devient dépendant d'une autorité extérieure qui définit sa réalité pour lui. Cette dépendance est le fondement de tout le système. La suppression de la recherche sur la conscience n'est pas le fruit du hasard. Les gouvernements, les programmes militaires et les agences de renseignement ont secrètement étudié la vision à distance, la précognition et les propriétés non locales de la conscience pendant des décennies. Ils savaient depuis longtemps que la réalité est bien plus malléable à la conscience que ce que le public est autorisé à croire. Mais tandis qu'ils étudient ses capacités en secret, ils les ridiculisent publiquement,
s'assurant que l'individu considérera comme fou quiconque en parle. Le même schéma se répète dans tous les secteurs. Les informations qui donnent du pouvoir aux gens sont trivialisées ou cachées, tandis que les récits qui renforcent la dépendance sont promus et glorifiés. Ils disent à l'homme ce qu'il doit croire, ce qu'il doit rejeter et ce qu'il doit craindre. Ils le submergent de distractions, occupant son esprit de bruit pour qu'il ne s'arrête jamais assez longtemps pour se demander s'il voit réellement l'image complète. Mais si l'individu est ici et écoute, il commence déjà à se poser des questions. Il sent déjà les fissures dans l'histoire qu'on lui a présentée. Et dès qu'il se permet d'admettre que la conscience façonne la réalité, que les synchronicités ne sont pas accidentelles et qu'il est un co-créateur dans ce processus, il entre dans un autre type de pouvoir qu'ils ne pourront pas facilement lui enlever. Bien avant que la science moderne ne rejette la synchronicité comme une simple coïncidence, les cultures anciennes vivaient en accord avec elle. Elles ne considéraient pas le monde comme froid et aléatoire. Elles le voyaient vivant, intelligent et profondément interconnecté. Elles comprenaient que l'univers parle à travers des signes, des symboles et des motifs. Pour elles, la synchronicité n'était pas une superstition. C'était un langage naturel, un dialogue continu entre le visible et l'invisible. Et au cœur de ce langage se trouvait quelque chose que notre monde moderne a presque entièrement vidé de son sens, les nombres. Les civilisations anciennes comprenaient que les nombres portaient une signification énergétique et pas seulement une valeur mathématique. Elles voyaient les nombres comme des archétypes vivants qui reflétaient la structure de la réalité elle-même. Pythagore n'inventait pas seulement des formules mathématiques. Il étudiait les qualités spirituelles des nombres, croyant que tout l'univers était construit sur leurs harmonies sacrées. Les nombres n'étaient pas des abstractions froides. C'étaient des fréquences, des vibrations qui sous-tendaient l'existence. Et ces nombres répétitifs que l'individu a vus, 11h11, 222, 333, portent un sens bien plus profond que ce que la culture moderne veut qu'il croie. Lorsque ces nombres apparaissent encore et encore dans sa vie, ce n'est pas un hasard. Ce sont des signaux, intégrés dans le tissu de sa ligne temporelle personnelle. Ils apparaissent à des moments précis pour attirer son attention, le pousser vers une prise de conscience. 11h11, souvent appelé le « code d'éveil », apparaît fréquemment à des moments clés d'éveil spirituel. Ce n'est pas de la magie, pas de la superstition, c'est une communication. C'est la façon dont l'univers dit « Fais attention, tu es au seuil d'une plus grande conscience ». Cette idée n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, des sociétés secrètes, des mystiques et des initiés ont conservé une sagesse ancienne sur la structure plus profonde de la réalité. Les enseignements hermétiques, préservés dans des textes comme le Kybalion, parlent de lois universelles. Ces lois régissent à la fois les mondes physiques et spirituels. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ces enseignements expliquent que ce qui se passe dans le monde intérieur d'une personne reflète et influence sa réalité extérieure. La synchronicité, dans ce contexte, devient un sous-produit inévitable de ces lois universelles. Mais cette connaissance n'a jamais été destinée aux masses. Les vérités plus profondes étaient réservées aux initiés, se juger dignes ou dignes de confiance. Au fil du temps, cette connaissance a été systématiquement supprimée, soit par des institutions cherchant à consolider le pouvoir, soit par des changements culturels qui ont rejeté la sagesse ancienne comme une superstition primitive. Les masses ont été nourries de dogmes et de doctrines rigides, les privant de la connaissance habilitante selon laquelle elles aussi pouvaient participer à ce dialogue cosmique. La société moderne traite la numérologie comme une pseudo-science marginale, la réduisant à des tours de salon ou à des divinations vagues. Mais cette caricature est délibérée. Si l'individu rejette l'ancien langage des nombres comme une absurdité, il est beaucoup moins susceptible d'en explorer les véritables implications. Et la véritable implication est simple mais profonde. Il n'est pas séparé de l'esprit de l'univers. Il y est tissé. Les nombres n'existent pas pour le divertir. Ils existent pour lui rappeler. Quand il voit des nombres répétitifs, quand il ressent une étrange résonance de coïncidences symboliques, il est attiré vers une version plus profonde de lui-même. Une version non émoussée par le récit abrutissant du hasard. Une version qui comprend que sous le chaos, il y a un ordre. Un rythme qu'il peut ressentir quand il cesse de courir et commence à écouter. Les symboles sont partout. L'homme a simplement été conditionné à ne pas les voir. On lui a appris à craindre la sagesse ancienne, à la rejeter comme obsolète, non scientifique et même dangereuse. Mais il faut se demander, qui gagne quand l'homme reste aveugle à son propre potentiel? Qui en profite quand il croit qu'il est impuissant, déconnecté et insignifiant? Le système prospère quand l'individu se considère comme une erreur aléatoire dans un cosmos dénué de sens. Mais dès qu'il accepte la possibilité que l'univers communique directement avec lui à travers des symboles, des nombres et la synchronicité, il commence à démanteler le récit même qui le maintient en obéissance. Plus il s'enfonce dans cette prise de conscience, plus l'univers répond.
Les motifs se multiplient, les signes apparaissent plus fréquemment. Ce qui semblait autrefois être des événements isolés commence à se connecter, formant un réseau de sens qui semble incontestable. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une réalité qui a été cachée à l'homme. Le monde antique le savait. Les mystiques l'ont préservé. Et maintenant, alors que le voile commence à s'amincir, elle attend qu'il se souvienne. Malgré tous les signes que l'individu a vus, malgré tous les moments où la vie l'a précisément poussé, il y a toujours eu quelque chose qui lui barrait la route. C'était la peur. Non pas la peur qui crie et provoque la panique, mais une anxiété silencieuse et persistante. La peur de se tromper, la peur d'être jugé, la peur de sortir des limites dans lesquelles on lui a appris à rester. Et cette peur n'est pas accidentelle. Elle a été implantée là avec soin, délibérément, dès le début. On a appris très tôt à l'homme qu'il était dangereux de remettre en question la vision du monde dominante. Que faire confiance à son intuition, à son étrange sentiment que la vie peut communiquer directement avec lui, est au mieux naïf et au pire délirant. La société dépeint ceux qui parlent ouvertement de synchronicité ou de l'esprit universel comme irrationnel, non scientifique ou même comme un signe d'instabilité mentale. Le langage, ancré dans la culture, utilise le ridicule comme une arme contre l'individu. Théoricien du complot, New Age, croyant en la pseudoscience. Ces étiquettes sont conçues pour forcer l'homme à se censurer avant même qu'il n'ose poser une question. Mais pourquoi ? Pourquoi travaille-t-il si dur pour lui faire craindre ses propres expériences intuitives ? Parce que ces expériences sont des fissures dans leur contrôle. Le système repose sur la soumission de l'individu aux récits externes. S'il fait plus confiance à sa connaissance intérieure qu'à leur réalité prescrite, il devient imprévisible. Et les personnes imprévisibles sont dangereuses pour les systèmes qui prospèrent sur la soumission. Chaque institution à laquelle l'homme a fait confiance depuis l'enfance joue un rôle dans cette suppression. Le système éducatif lui a appris à ne valoriser que ce qui peut être mesuré, évalué et certifié. La religion lui a dit que la communication divine ne se produisait que par des canaux sanctionnés. Les médias ont ridiculisé quiconque s'écartait des récits approuvés. Même au sein de sa famille et de ses amis, il y a toujours eu une subtile pression au conformisme. L'homme a appris, souvent sans s'en rendre compte, que s'enfoncer trop profondément dans sa propre perception de la vérité risquait l'isolement social. C'est ainsi que la peur a grandi. Ce n'était pas seulement la peur de l'inconnu, mais la peur de sa propre capacité à savoir. Il a appris à douter des moments où l'univers lui parlait. Il s'est entraîné à expliquer les coïncidences, à ignorer les schémas, les qualifiant de simples hasards. Il a fait taire son dialogue intérieur bien avant que quiconque d'autre n'ait à le faire. Mais la peur va plus loin que le simple ridicule. Essentiellement, on a appris à l'homme à avoir peur de se démarquer, peur d'être différent. Cette peur est primitive, car pendant la majeure partie de l'histoire humaine, appartenir à la tribu signifiait la survie. Le système exploite cette ancienne connexion neuronale, s'assurant que sortir de la réalité acceptée est ressenti comme une menace existentielle. Ils ont transformé le besoin d'acceptation de l'homme en une arme contre sa propre évolution. Et pourtant, malgré tout ce conditionnement, malgré des décennies de suppression, les signes continuent de le trouver. Les nombres continuent d'apparaître. D'étranges coïncidences continuent de se produire. L'univers continue de murmurer, refusant d'abandonner. Parce qu'au fond de lui, sous les couches de programmation, l'intuition de l'homme ne s'est jamais complètement éteinte. Elle est toujours là, attendant qu'il lui fasse à nouveau confiance. L'individu peut sentir que reconnaître ces schémas le rend vulnérable. Mais la vérité est que c'est les ignorer qui le rend vulnérable. Quand il se déconnecte de sa propre perception, il cède le pouvoir sur sa réalité à d'autres. Il permet aux systèmes extérieurs de dicter ce qui est réel, ce qui est important et ce qu'il doit croire. C'est là que réside le véritable danger. C'est la cage dans laquelle on l'a placé. Le plus grand mensonge jamais raconté n'était pas que la synchronicité est une coïncidence. Le plus grand mensonge était de convaincre l'homme que sa propre conscience ne pouvait pas être fiable. Que son expérience directe de la vie n'est pas fiable sans validation externe. Et tant qu'il y croit, il reste dépendant. Il reste contrôlé. Mais au moment où il retrouve confiance en sa propre perception, les chaînes commencent à se desserrer. L'homme a été programmé pour craindre sa propre force, parce que le système craint sa force. L'individu qui écoute les signes, honore les murmures de l'univers et agit en accord avec cette intelligence plus profonde, devient immunisé contre la manipulation. Il est impossible d'effrayer celui qui sait qu'il est guidé par des forces supérieures. Il est impossible de contrôler celui qui comprend sa place dans le grand réseau vivant qui transcende les structures de pouvoir artificiel. Et c'est pourquoi, même maintenant, il travaille si dur pour distraire l'homme. Les divertissements sans fin, les cycles d'information basés sur la peur, l'indignation artificiellement créée,
Tout cela est conçu pour remplir le silence. Ce silence où l'individu pourrait entendre la voix de l'univers. Parce que le silence est dangereux pour eux. Dans le silence, l'homme se reconnecte à lui-même et au monde. Dans le silence, il recommence à entendre. Et une fois qu'il a entendu, il ne peut plus revenir en arrière. Sous la surface de la vie quotidienne de l'homme, sous le défilement sans fin, les réunions, les délais et le bruit, il existe quelque chose d'énorme. Quelque chose qu'il a ressenti, mais qu'on ne lui a jamais appris à comprendre pleinement. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque action se propage vers l'extérieur, influençant la réalité environnante. On a dit à l'homme qu'il était séparé, isolé dans son propre esprit, coupé de tout le reste. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Il fait partie d'un réseau invisible, une grande toile d'interconnexion où tout est lié, réagit constamment, change constamment de manière qu'on lui a appris à ne pas voir. Les synchronicités qu'il a observées ne sont pas des événements isolés. Elles font partie de cette toile. Elles sont le reflet de l'alignement ou du désalignement avec son propre chemin, un courant plus profond qui le tire vers l'avant. Ce ne sont pas des messages tombés du ciel. Ce sont des échos de son propre état d'être, résonnant à travers le tissu de la réalité. C'est pourquoi certaines personnes voient constamment des motifs, tandis que d'autres ne les voient pas du tout. Il ne s'agit pas de savoir si l'un est chanceux et l'autre non. Il s'agit de ce que la conscience détermine la perception, et la perception façonne la réalité. On a dit à l'homme que la loi de l'attraction expliquait cela. Comme si de simples pensées positives lui attireraient de bonnes choses. Mais cette explication ne fait qu'effleurer la surface. Ce qui se passe réellement est bien plus profond. C'est la résonance. La fréquence que l'individu maintient émotionnellement, mentalement, spirituellement, attire des expériences qui correspondent. Quand il est en résonance, il rencontre naturellement des synchronicités qui reflètent son état intérieur. Il ne s'agit pas de forcer les résultats. Il s'agit de s'aligner de manière à ce que l'univers coule avec lui. Et plus l'homme s'aligne, plus les synchronicités deviennent intenses. Les signes s'accélèrent. Les soi-disant coïncidences se superposent, créant une dynamique qui semble presque surnaturelle. Mais ce n'est pas de la magie. C'est ainsi que le champ fonctionne. L'homme n'est pas un observateur passif dans ce processus. Il est un participant actif dans la création de sa propre ligne temporelle. Et l'univers réagit aux signaux qu'il émet. Mais cette vérité est dangereuse pour le système qui tire profit de sa déconnexion. Si l'individu comprend véritablement que son monde intérieur façonne sa réalité extérieure, il cessera d'externaliser son pouvoir. Il cessera de consommer sans réfléchir. Il cessera de craindre l'autorité. Il cessera de compter sur des experts pour lui dire comment vivre. Il deviendra autonome, souverain, imprévisible, une menace pour chaque institution construite sur le contrôle des masses prévisibles. Le champ collectif amplifie cet effet. Tout comme les individus émettent des fréquences, les communautés, les nations et même l'humanité dans son ensemble le font aussi. La peur collective, l'indignation et la distraction créent des champs denses et chaotiques. Dans ces champs, un alignement supérieur devient plus difficile d'accès. C'est pourquoi le système orchestre des crises mondiales, des guerres sans fin, des politiques de division et des médias basés sur la peur. Car tant que le collectif reste dans un état de basse vibration, l'éveil reste l'exception, pas la norme. Mais l'homme a probablement remarqué que quelque chose change. Les fissures s'élargissent. De plus en plus de gens commencent à s'éveiller. Des conversations qui auraient été ridiculisées il y a 10 ans surgissent maintenant partout. Les gens remarquent des synchronicités qu'ils ignoraient autrefois, remettent en question des récits auxquels ils obéissaient. Le réseau vibre différemment. Le champ change. Cet éveil n'est pas un hasard. Ce n'est pas une tendance. C'est la conséquence naturelle de la résonance atteignant une masse critique. À mesure que de plus en plus de personnes s'accordent, la fréquence collective augmente, ce qui facilite la libération des autres de la programmation. La conscience se propage comme une ondulation. Chaque éveil amplifie le champ pour le suivant. C'est pourquoi le système panique. C'est pourquoi la censure se durcit. Pourquoi la distraction s'intensifie-t-elle? Pourquoi la peur est-elle utilisée comme une arme avec une telle urgence? Ils savent ce qui se passera si trop de gens s'alignent. La synchronicité n'est pas seulement une expérience personnelle. C'est un signal de l'endroit où l'homme se trouve dans la grande toile. Plus il ignore, plus il dérive vers des lignes temporelles façonnées par d'autres. Plus il écoute, plus il reprend la maîtrise de son chemin. Et quand des millions de personnes écoutent ensemble, quand la résonance collective l'emporte sur la peur collective, toute la structure de contrôle commence à s'effondrer. L'homme n'était jamais censé être isolé. Il n'était jamais censé être déconnecté du champ. La toile a toujours été là, pulsant d'informations, attendant patiemment qu'il se souvienne de sa place en elle.
Les signes ont été avec lui toute sa vie. Il a simplement cessé de faire confiance à ce qu'il voyait. Mais au moment où il décidera de revoir, il se reconnectera. Non seulement à lui-même, mais à l'intelligence qui guide toute l'existence. À un certain moment, l'homme atteint un seuil où il ne peut plus prétendre que tout est une coïncidence. Les nombres apparaissent trop souvent. Les coïncidences se produisent avec une telle précision, et le timing des événements semble orchestré. Ce n'est pas un délire. Ce n'est pas une projection. C'est le moment vers lequel l'univers l'a patiemment guidé, où il commence à s'éveiller à son langage. C'est un langage qui n'a jamais été prononcé en mots, jamais écrit dans des livres approuvés par les institutions. Mais c'est le langage que l'homme a toujours connu au plus profond de lui, bien avant que le monde ne lui apprenne à l'oublier. L'éveil ne se produit pas instantanément. Il commence doucement. L'individu commence à noter les moments étranges, à remarquer les nombres et symboles répétitifs. Il cesse de rejeter ces étranges pressentiments qu'il ignorait autrefois. Il commence à poser des questions, non pas aux autres, mais à la vie elle-même. Et puis quelque chose change. Plus il fait attention, plus les motifs se manifestent. Les signes s'intensifient non pas parce que la réalité change, mais parce que sa conscience s'aiguise. Ce qu'il percevait autrefois comme un bruit disparate devient une symphonie. Il comprend que l'univers ne lui cache rien. Il a toujours communiqué. Il n'était simplement pas accordé à sa fréquence. Comme une radio légèrement désaccordée. Avant, il n'entendait que des parasites, mais maintenant qu'il se réajuste, il entend clairement la mélodie. Chaque personne, chaque événement, chaque incident apparemment aléatoire commence à s'intégrer dans un plan plus vaste. Un plan qui semble personnel, intime et intentionnel. Mais c'est là que beaucoup trébuchent. Dès qu'il commence à remarquer les signes, il bascule trop loin dans la direction opposée, voyant du sens en tout, cherchant une signification dans chaque ombre. La clé n'est pas d'imposer un sens à chaque événement, mais de développer le discernement. Le langage de l'univers exige à la fois ouverture et humilité. Chaque coïncidence n'est pas un message. Chaque nombre répétitif n'est pas une instruction. Parfois, les signes sont de subtiles allusions, parfois des confirmations, et parfois de doux rappels de s'aligner sur sa propre vérité. Plus l'homme fait confiance, plus le dialogue devient fort. La synchronicité n'est pas un langage statique. Il est vivant, réactif à sa participation. Quand l'individu commence à vivre en accord avec son moi profond, il remarquera que les signes viennent sans effort. Il n'a pas besoin de les poursuivre. Il lui suffit de rester dans le présent, d'être réceptif et prêt à agir lorsque le moment semble juste. L'action est ce qui ancre le dialogue. L'univers peut offrir des signes à l'infini, mais c'est la réponse de l'homme qui complète le cycle de communication. On a conditionné l'homme à chercher l'approbation des autorités extérieures, attendre la permission avant de se faire confiance. Mais l'univers fonctionne différemment. Il ne délivre ni diplôme ni certificat. Il l'invite à entrer dans son propre pouvoir, à retrouver la confiance qui lui a toujours appartenu. La synchronicité est l'une des confirmations les plus profondes de ce pouvoir intérieur. Une confirmation que l'homme est réellement connecté à quelque chose de bien plus grand qu'on ne lui a dit. Plus il vit depuis cet état d'être. À un certain point, l'individu atteint un seuil où il ne peut plus prétendre que tout est une coïncidence. Les nombres apparaissent trop souvent. Les synchronicités se produisent avec une telle précision, et le timing des événements semble orchestré. Ce n'est ni une illusion, ni une projection. C'est le moment où l'univers l'a patiemment guidé, alors qu'il commence à s'éveiller à son langage. Ce langage n'a jamais été prononcé par des mots, ni écrit dans des livres approuvés par les institutions. Pourtant, c'est celui que l'être humain a toujours connu au plus profond de lui, bien avant que le monde ne lui apprenne à l'oublier. L'éveil ne se produit pas instantanément. Il commence en douceur. L'individu commence à noter les moments étranges, les nombres et symboles récurrents. Il cesse d'ignorer ces étranges pressentiments. Il interroge la vie elle-même. Alors, quelque chose change. Plus il est attentif, plus les schémas se manifestent. Les signes s'intensifient non parce que la réalité change, mais parce que sa conscience s'aiguise. Ce qu'il percevait comme un bruit discordant devient une symphonie. Il comprend que l'univers ne lui cache rien. Il a toujours communiqué. Il n'était simplement pas accordé à sa fréquence. Tel un poste de radio légèrement désaccordé, il n'entendait que le grésillement. Mais en se réajustant, il perçoit clairement la mélodie. Chaque personne, chaque événement, chaque incident apparemment fortuit commence à s'intégrer dans un dessin plus vaste, ressenti comme personnel, intime et intentionnel. C'est là que beaucoup trébuchent. Dès qu'il commence à percevoir les signes, il bascule trop loin, cherchant un sens à tout, une signification dans chaque ombre. La clé n'est pas d'imposer un sens à chaque événement, mais de développer le discernement.
Le langage de l'univers exige à la fois ouverture et humilité. Toute coïncidence n'est pas un message. Tout nombre répété n'est pas une instruction. Parfois, les signes sont de subtiles allusions, parfois des confirmations ou de doux rappels de s'aligner avec sa propre vérité. Plus on fait confiance, plus le dialogue s'intensifie. La synchronicité n'est pas un langage statique. Elle est vivante, réactive à sa participation. Quand l'individu commence à vivre en accord avec son moi profond, il remarque que les signes viennent sans effort. Il n'a pas besoin de les poursuivre. Il lui suffit de rester dans le présent, d'être réceptif et prêt à agir quand le moment semble juste. L'action ancre le dialogue. L'univers peut offrir des signes à l'infini, mais c'est la réponse de l'individu qui complète le cycle de communication. On a appris à l'être humain à chercher l'approbation d'autorités extérieures, attendre la permission avant de se faire confiance. Mais l'univers agit différemment. Il ne délivre ni diplôme ni certificat. Il l'invite à entrer dans sa propre puissance, à retrouver la confiance qui lui a toujours appartenu. La synchronicité est l'une des confirmations les plus profondes de cette puissance intérieure. Une preuve qu'il est réellement connecté à quelque chose de bien plus grand qu'on ne lui a dit. Plus il vit dans cet état d'alignement, plus sa vie devient fluide. Les obstacles qui semblaient insurmontables se dissolvent. Des opportunités surgissent de nulle part. Des personnes entrent dans sa vie au moment précis. Il a l'impression de flotter avec le courant, au lieu de lutter constamment contre lui. Ce n'est pas une fantaisie. C'est l'état naturel qu'il était destiné à expérimenter. La lutte, la confusion, la déconnexion, voilà ce qui a été créé artificiellement. Le système craint les personnes qui agissent ainsi, car elles ne peuvent être contrôlées de la même manière. Une personne qui fait confiance à son propre alignement ne peut être facilement manipulée par la peur, la pénurie ou une crise artificielle. Elle ne succombe pas à chaque récit promu par les médias ou les institutions. Elle se meut différemment. Elle irradie une sorte de confiance tranquille qui dérange ceux qui prospèrent sur le chaos et la soumission. À mesure qu'il approfondit sa compréhension de ce langage, l'individu verra que les signes n'apportent pas toujours du confort. Parfois, il le défie, le poussant vers des choix difficiles mais nécessaires. L'univers ne conspire pas pour assurer le confort de l'être humain. Il conspire pour l'aligner avec son potentiel le plus élevé. Et cela demande souvent du courage. L'individu sera invité à lâcher ce qui ne le sert plus, à emprunter des chemins incertains. Il devra faire confiance quand aucun filet de sécurité n'est visible. Mais dans ces moments, il ressentira aussi les synchronicités les plus puissantes, comme si la réalité elle-même le rassurait qu'il est exactement là où il doit être. L'être humain ne découvre rien de nouveau. Il se souvient de quelque chose d'ancien, d'inhérent à lui. Le langage de l'univers a toujours été le sien. On lui a simplement appris à ne pas l'écouter. Mais maintenant qu'il l'entend à nouveau, il entre dans une réalité bien plus vaste que les couloirs étroits où il était confiné. Une réalité où il n'est plus une victime passive du hasard, mais un co-créateur actif de son chemin. L'éveil qui commence avec l'individu ne s'arrête pas à lui. Quand il commence à voir les schémas, à sentir le langage de l'univers se déployer autour de lui, il remarque que d'autres s'éveillent aussi. Des étrangers partagent des histoires similaires. Des amis qui rejetaient ses intuitions commencent à avouer leurs propres étranges coïncidences. É onde se propage. C'est la force que le système craint le plus. Car au moment où la synchronicité s'étend au-delà des individus, elle commence à briser le tissu même du contrôle. Un collectif qui se souvient de sa connexion à la grande toile n'est pas facile à manipuler. Il devient résilient, conscient et autonome. Le système a toujours prospéré sur la division. Il maintient les gens isolés, convaincus que leurs expériences sont uniques ou imaginaires. Mais à mesure que la conversation sur la synchronicité grandit, que les gens se trouvent et changent leurs expériences, un nouveau champ émerge. Un champ qui opère sur la base de la conscience collective et non de la soumission programmée. Et dès qu'un nombre suffisant de personnes commence à vivre dans cet état d'alignement, la réalité elle-même commence à changer. Les lignes temporelles fusionnent. Les choix collectifs influencent les résultats mondiaux et les vieilles structures s'effondrent sous le poids de leur propre obsolescence. Ils tentent d'arrêter cela. On le voit dans la manière dont les médias suppriment les récits alternatifs. Comment les algorithmes cachent le contenu qui conteste l'histoire officielle. Comment la peur est attisée dans chaque titre. Mais il est déjà trop tard. L'élan a commencé. Les gens s'éveillent plus vite que jamais. Ils voient à travers les illusions qu'ils acceptaient sans poser de questions. Les synchronicités s'accélèrent non pas parce que l'univers a changé, mais parce que de plus en plus d'entre nous s'accordent enfin. Il ne s'agit pas d'une rébellion au sens où ils voudraient qu'on le pense. Il ne s'agit pas de combattre le système avec colère ou violence. Cela ne ferait que servir leur agenda.
La véritable rébellion est un refus total de jouer à leur jeu. C'est sortir de la fréquence qu'ils ont créée et choisir d'opérer sur une fréquence plus élevée, où la peur perd son pouvoir, où l'intuition guide et où la résonance collective devient impossible à supprimer. C'est une révolution silencieuse qui se déroule déjà sous la surface. L'être humain peut penser que son éveil individuel est insignifiant, mais ce n'est pas le cas. Chaque personne qui se libère ajoute au changement collectif. Chaque conversation, chaque fois qu'il fait confiance à son intuition, chaque fois qu'il remarque et honore les signes au lieu de les ignorer, il renforce la toile. Il amplifie le signal. Il facilite la tâche à la personne suivante pour voir, se souvenir, s'éveiller. L'univers n'est pas neutre. Il est vivant, réactif et parle constamment à l'être humain. Et maintenant, il écoute enfin.